Ce qui m'intéresse dans le processus d'innovation, c'est des dispositifs qui permettent de faire collaborer des acteurs sociaux qui habituellement ne sont pas impliqués dans les processus d'innovation ou de co-développement, de manière à produire des innovations qui correspondent à un maximum d'intérêts et de besoins des acteurs. Donc, qui ne sont pas uniquement orientés sur la création de besoins, plus ou moins artificiels d'ailleurs, venant du marché, mais qui inclut des boucles de rétroaction des acteurs sociaux sur l'innovation en question, et qui permettent souvent d'articuler des éléments techniques et scientifiques avec des éléments sociaux. Alors un bon exemple d'innovation à la fois technologique et sociale, c'est le dossier électronique du patient qui devait entrer en fonction en gros au début de l'été, mais qui a été différé dans son entrée en fonction. Et c'est un dispositif qui doit permettre à chaque patient de gérer lui-même les informations qu'il souhaite partager avec les soignants ou des proches, et de définir donc les niveaux d'accès différenciés de cette plateforme. Et pour ça, on a mis en place, dans le cadre d'un projet financé par la Fondation Lennart, un groupe d'une trentaine de citoyens avec qui on a travaillé sur quelles devraient être les vertus et quel devrait être le contenu et les fonctions de ce dossier électronique. Et plusieurs de ces citoyens et citoyennes se sont retrouvés ensuite à travailler avec des experts et des soignants dans des groupes de travail de l'État de Vaud, de la FRC ou de la Fondation Cara. Les sciences humaines et sociales, dans ces processus, peuvent jouer plusieurs rôles. Elles ont bien sûr une fonction, je dirais, de coordination, donc notamment de permettre le co-design, la co-conception, l'échange de pratiques, l'échange de connaissances. Elles peuvent aussi se mettre au service des projets pour des enquêtes qui visent à documenter les usages en vigueur de manière à pouvoir intégrer les usages et les pratiques dans le dispositif d'innovation. Elles sont donc une espèce de plateforme qui favorise en fait l'intelligence collective et l'entre-interprétation des besoins des différents acteurs. Elles sont aussi donc des traducteurs, des traductrices très importantes des univers de pratique, des besoins de chaque type d'acteur. Elles confèrent en fait de la robustesse sociale au processus d'innovation. Quand on parle d'innovation, innovation sociale, innovation technologique, il est important de se souvenir qu'il existe un tiers secteur de la recherche qui comprend sur la planète des millions de personnes qui tous les jours, par leur pratique, par leur expertise spécifique, contribuent à produire des connaissances et des innovations de toutes sortes. Et en fait, il se trouve que ce tiers secteur de la recherche, qui comprend des ONG, des associations, des TPE, donc des très petites entreprises, des moyennes entreprises, est très peu ou pas soutenu par l'État, contrairement à l'industrie et à la recherche publique, pour lui permettre de véritablement contribuer et cumuler les expériences faites en matière d'innovation et de recherche. Donc il s'agit de développer des politiques publiques de soutien au tiers secteur de la recherche qui peut passer très concrètement, c'est ce qu'on fait dans le cadre d'un consortium dont je m'occupe avec mon équipe qui s'appelle Alliance Sciences Société, qui est coordonnée à Paris, donner, dans le cas français, une bourse à ce tiers secteur de la recherche pour des personnes qui vont avoir un mandat d'intermédiation recherche-société pour permettre à ces organisations, qui peuvent être parfois des petites ONG, mais avec un très fort potentiel d'innovation, par exemple dans le domaine des semences paysannes, par exemple, ou dans le domaine de l'intégration des migrants, etc., ou dans le domaine des Fab Labs, de donner donc la possibilité à ces structures d'avoir une personne qui est en charge d'assurer le lien entre le milieu de la recherche et l'organisation en question avec une certaine cumulativité. Souvent, les chercheurs, et je pense notamment aux chercheurs dans le domaine des sciences de la nature ici, ne réalisent pas qu'ils ont des choses à apprendre des autres acteurs concernant l'objet sur lequel ils travaillent. On pourrait prendre l'exemple de la transgénèse végétale et des OGM, par exemple. C'est tout à fait évident qu'il n'y a pas d'objet plus politique qu'un OGM. Or, l'effort principal des chercheurs en biologie moléculaire dans le domaine est de dépolitiser
leur position dans l'espace public de manière à se rendre plus légitimes. Or, précisément, c'est la meilleure garantie de n'avoir pas d'alliés et donc de ne pouvoir traiter qu'une toute petite partie du problème qui concerne aussi bien l'agronomie, l'économie, les comportements alimentaires, etc. Et là, c'est pour moi un exemple majeur de ratage en termes d'innovation en Suisse, de ne pas avoir réussi à mettre en place au niveau, je dirais, essentiellement fédéral, ou même au niveau des cantons qui hébergent des stations agronomiques, mais qui sont en général d'ailleurs effectivement gérées au niveau fédéral, des processus de co-innovation ou des processus d'interaction entre les acteurs concernés pour aboutir à quelque chose qui ressemble à autre chose qu'un carrefour des refus. En fait, ce qu'on constate sur globalement les rapports entre sciences, technologie et société depuis une quarantaine d'années de la part des institutions scientifiques et des pouvoirs publics, on s'est beaucoup concentré sur la diffusion du savoir, la vulgarisation, ce qu'on appelle l'outreach ou la popularisation en anglais, c'est-à-dire une manière très classique, scolaire, de communiquer les savoirs. Mais ce qui est une chose excellente, mais en fait, on s'est très peu occupé de former les chercheurs et le monde académique à écouter la société, entrer en collaboration avec elle et leur donner la possibilité de le faire. Et là, il y a clairement pour moi une asymétrie importante sur l'énergie qu'on met à transmettre les savoirs, voire, je dirais peut-être historiquement, si on était au XIIe siècle ou au XIXe siècle, on dirait à convertir les citoyens au bienfait de la science et de la technique, par rapport à l'énergie qu'on met à fabriquer et socialiser des chercheurs qui soient capables de débattre et anticiper, écouter les besoins et les souhaits de la société. Je pense qu'on manque encore de financement et d'outils d'évaluation des projets qui soient véritablement risqués, où on puisse vraiment expérimenter des choses complètement en dehors de la boîte, en prenant le risque de se tromper. Et souvent, même les projets qui sont lancés avec un caractère interdisciplinaire sont quand même assortis de critères sur l'excellence académique qui sont en fait complètement, à mon avis, en décalage avec la nécessité de réaliser ces travaux très particuliers dans des domaines risqués ou émergents. Donc là, je pense qu'il y a quand même une réflexion importante à avoir de la part du monde académique pour être plus ouvert et mieux intégrer d'autres manières de faire de la recherche, d'autres manières de concevoir les rapports entre théorie et pratique. Et que là, il y a encore passablement de chemin à faire pour la communauté scientifique d'un côté, mais surtout, ce qui constitue un obstacle important, c'est l'absence d'observatoires structurés de la demande sociale au sein de la société suisse, qui peut être dans les maisons de quartier, dans les associations, dans les clubs sportifs, pour faire remonter des questions sociales chaudes qui pourraient se prêter à des recherches ou des innovations collaboratives.